Salut, c'est Mascar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de chirurgie de la vulve, d'une astuce pour réussir tes études supérieures et de tueur à gages. Alors il y a quelques années, nous avons appris que le quotient intellectuel moyen des Français était en chute libre. Alors moi, ça fait 10 ans à peu près, un peu plus de 10 ans que j'étudie le QI et que ça me passionne, et très vite, j'ai essayé de réfléchir à quelles pouvaient en être les causes. Et parmi les différents scénarios que j'ai pu envisager, il y avait l'impact des nouvelles technologies sur le cerveau. En effet, depuis le début des années 2000, la France est équipée de micro-ordinateurs. Bien après, on a eu donc les portables, les smartphones, les tablettes, etc. Et dans quelle mesure toutes ces nouvelles technologies n'ont pas un impact délétère sur notre cerveau, à force d'externaliser un certain nombre de nos capacités, notamment de mémoire et de raisonnement, sur les smartphones. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une forme d'appauvrissement intellectuel à cause de ceci? Voilà, ça fait 6-7 ans à peu près que j'étudie l'impact des nouvelles technologies sur le cerveau. C'est un sujet, comme n'importe quel sujet, quand on se plonge vraiment dedans, qui est extrêmement complexe. Donc il n'est pas impossible, malgré la relative longueur de cette vidéo, que je vous en fasse une deuxième si d'aventure je considère que tout n'a pas été dit dans celle-ci, un peu comme les vidéos sur le quotient intellectuel que j'avais commencé il y a peu. Alors, je vais essentiellement m'appuyer, pas uniquement, mais beaucoup tout de même, rendons-lui hommage, sur les travaux de Michel Desmurget. Michel Desmurget qui est chercheur en neurosciences et qui a beaucoup travaillé sur l'impact de la télévision et plus récemment sur l'impact des écrans en général sur le psychisme. Depuis 2000, c'est la première fois que le QI commence à descendre. Cette génération est la première génération depuis qu'on mesure, je ne sais pas si on peut dire de l'histoire de l'humanité, mais en tout cas depuis une centaine, 120 ans qu'on mesure le QI, qui va avoir un QI moyen inférieur à la génération précédente. Pour vous, c'est à cause des écrans? Alors il y a d'autres facteurs, il y a les pesticides, il y a l'urbanisation, etc., qui fait que les enfants bougent moins, mais les écrans jouent un rôle absolument important là-dedans. C'est-à-dire que vous touchez au langage, vous touchez à l'attention, vous touchez à l'intelligence. Michel Desmurget est une des personnes qui m'a donné envie de créer Hypnomachie. Quand j'ai créé Hypnomachie au départ, j'avais envie de donner beaucoup plus la parole à d'autres gens que moi, chose que je fais quand même dans les interviews que je peux faire. Mais malheureusement, Michel Desmurget ayant refusé que je l'interviewe, parce qu'il m'avait raconté qu'il avait subi un certain nombre d'interviews de journalistes qui cherchaient à faire du putaclic et à ne pas forcément respecter sa parole, j'ai eu beau au téléphone essayer de lui dire qu'il avait un droit de regard absolu et un droit de veto complet, que j'allais respecter totalement sa parole. Bon, il a fait le choix de ne pas me faire confiance sur ce coup-là, c'est son droit le plus élémentaire et je le respecte. Donc malheureusement, je vais m'approprier une large partie de son travail. Voilà, donc sans rancune Michel, et puis si jamais t'as envie de venir suite à cette vidéo ici, t'as changé d'avis, mes bras sont grands ouverts. Pour commencer sur une forme de bémol, je n'ai absolument aucun indice, aucun indicateur qui me permettrait de penser ou de considérer que Michel Desmurget ait accès à une pensée transrationnelle. En tout cas, dans son travail, il a peut-être accès à une pensée transrationnelle à côté, mais dans son travail, je n'ai toujours vu que du rationnel plafonné. Néanmoins, je trouve que c'est un rationnel plafonné de très bonne qualité. Et ça me dérange d'autant moins que nous avons tous un rapport pré-rationnel vis-à-vis des nouvelles technologies. C'est-à-dire que nous avons un rapport instinctif, intuitif vis-à-vis de nos portables, de nos smartphones. Et en fait, la plupart d'entre nous sont totalement ignorants de l'impact des tablettes et des portables sur notre psychisme. Ils vous enculent, ils vous enculent, ils vous enculent les portables. Nous avons passé un cap récemment dans l'utilisation de ces technologies dites numériques. En fait, aujourd'hui, on pourrait presque considérer que ce sont autant ces technologies qui nous utilisent que nous qui les utilisons. Le produit que vous tenez est comme un smartphone géant et très cher qui ne peut appeler personne. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, appuyez sur l'icône soumission et acceptez d'acheter tous nos futurs produits. Et on va faire plein d'affaires ensemble. Soumission, soumission. Je sais pas, Soumission. j'ai pas envie de... Ou vous pourriez acheter quelque chose chez Hewlett-Packard. Soumission, soumission. D'autant que les différentes représentations mentales que nous avons de notre relation à ces objets technologiques ne sont pas exemptes d'un certain nombre de biais cognitifs. Ainsi, combien de temps par jour pensez-vous que vous passez à regarder votre smartphone, En moyenne, les gens regardent leur smartphone autour de 150 fois par jour. Ils estiment passer 2h55 dessus. Sauf que nous sommes littéralement rivés dessus en réalité autour de 3h50 par jour sur notre smartphone. Enfin, quand je dis nous, c'est une façon de parler, puisque quand tu dis nous, tu parais tout de suite plus sympathique aux yeux du spectateur, puisque tu subcommuniques que tu fais partie du même endogroupe que lui. Menteur, pharisien.
Moi, j'utilise ça, beaucoup trop conscient de l'impact qu'ont les smartphones sur notre cerveau. Je ne passe donc pas 3h50 par jour rivé dessus. Hein. Donc quand je dis nous, c'est vraiment de la pure rhétorique. Les plus aguerris à l'hypnomachie d'entre vous auront déjà tiqué quand j'utilisais tout à l'heure ce procédé. Bref, nous sous-estimons le temps que nous passons sur nos portables, nous sous-estimons l'impact en général des écrans sur notre psychisme, nous sous-estimons par exemple l'impact des écrans et de la lumière bleue sur le sommeil et les difficultés d'endormissement. Lorsqu'on interroge des parents, vous avez 90% des parents qui nient purement et simplement l'impact des écrans sur leur sommeil à eux ou sur le sommeil de leur progéniture. Alors qu'au demeurant, la littérature scientifique est totalement claire sur ce sujet. Bref, comme dirait Montaigne... Qui dirait ton Montaigne, hein? Ce qu'il dit, Montaigne, il dirait qu'on est dans la merde. Les premières études sur l'impact des écrans ont commencé avec l'étude de la télévision, de l'impact de la télévision sur le psychisme. Ça date à peu près des années 75, c'est à peu près à cette époque-là où il y a une pénétration massive des téléviseurs dans tous les foyers de France. Grosso modo, ça fait à peu près au moins 20 ans qu'on n'a plus trop de doutes sur l'impact de la télévision sur le psychisme et qu'il y a un relatif consensus scientifique sur le sujet. Mais quid des autres formes d'écran, des smartphones, des tablettes et de tout ce qui est interactif? Aujourd'hui, il faut bien le dire, la télé est en chute libre, hein. Elle est surtout regardée par des générations vieillissantes. J'ai été littéralement horrifié de voir l'impact de ces machins sur notre psychisme, hein. D'abord, ces appareils et la plupart des applications sont conçus par des spécialistes des circuits de récompense, hein. C'est-à-dire que nous sommes réduits à une forme d'inconsciente féalité, à une servilité hypnotique, hein, quelque part, qui va impacter sur nos fonctions primaires telles que le sommeil, hein. Pour la petite anecdote, vous avez une personne sur deux qui consulte son smartphone au moins une fois par nuit. C'est dur si ça vient littéralement s'immiscer à l'intérieur de notre intimité, parfois même sous notre seuil de conscience, hein. Cela contribue à entraîner une dégradation progressive de la qualité du sommeil, et lorsque l'on sait que énormément de Français ne dorment pas suffisamment et souffrent d'une dette chronique de sommeil, eh ben on comprend que de plus en plus de Français donc passent leur journée dans une espèce d'état psychique de semi-abattement comme ça, qui les rend particulièrement vulnérables aux différentes injonctions hypnotiques qui peuvent arriver ici ou là, notamment publicitaires, médiatiques, politiques, etc. Et donc ce type de dette de sommeil constitue quelque part une forme de facteur aggravant. Tous ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, mais qui travaillent en général, c'est-à-dire la majorité de la population. En effet, plusieurs études montrent qu'un bon sommeil, un sommeil régulier sans dette de sommeil est un facteur clé de la santé psychique. Lorsqu'on est en dette de sommeil, cela fragilise l'individu, ça le rend plus suggestible, ça augmente le risque de pensées suicidaires d'environ 20%, ça augmente le risque de dépression d'environ 25%. Comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l'entrée de la belle ferronnière. Je me sens comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parce que le client lui dit écoute ton hydrofilement. Si encore ça n'altérait que le sommeil, mais pas uniquement. Ainsi, une étude de l'université de Kent, comme ça, nous apprend que les gens qui interagissent avec des personnes utilisant occasionnellement leur smartphone sont globalement moins satisfaits de leur relation sociale, hein. En fait, l'appareil accapare une partie de l'attention, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Qui n'a jamais fait l'expérience comme ça d'une personne qui quitte l'interaction pour le pic dopaminergique fourni par son appareil, ce que les Québécois ont appelé télésnobé. D'ailleurs, nous passons tellement de temps sur nos smartphones que des médecins, notamment un monsieur qui s'appelle David Sahar, qui est responsable d'une étude qui a été faite comme ça sur 1200 radiographies, il constate l'apparition d'une petite protubérance osseuse chez 41% des 18-30 ans, qui serait liée comme ça au fait d'être systématiquement penché en avant, et donc le corps s'adapte et crée une sorte de calcification pour maintenir l'équilibre de la posture. Voilà, ça n'est qu'une hypothèse bien sûr, mais en tout cas je trouvais ça passionnant que des médecins étudient comme ça l'impact des nouvelles technologies sur notre posture et sur la création potentielle de nouveaux os ou de nouveaux schémas posturaux dans les années à venir. L'université de technologie du Queensland en Australie nous apprend ainsi qu'un homme sur 8 et une femme sur 5 ont un usage morbifique du smartphone, avec un impact notable sur le sommeil et la productivité, hein.
À mon avis, il doit y avoir un peu plus de femmes, justement, donc 1 sur 5 par rapport aux hommes, 1 sur 8, quand on sait que les femmes ont de plus grandes difficultés à gérer leurs émotions. Hein, ça, c'est relativement acté scientifiquement parlant. Et donc, comme les smartphones jouent comme ça sur le circuit de récompense, c'est pas étonnant qu'on retrouve en bout de chaîne, justement, plus de femmes totalement accros que d'hommes à leur smartphone. Entre 2014 et 2018, nous avons assisté à une hausse considérable du nombre de troubles du langage et de la parole chez l'enfant. Il est assez raisonnable de penser, compte tenu des connaissances disponibles sur le sujet, que cela serait lié directement à l'exposition de plus en plus précoce des enfants aux smartphones et aux tablettes. Voilà, ainsi le nombre de cas a littéralement explosé en 4 ans, puisqu'il est passé donc sur les troubles du langage et de la parole de 11 000 à 24 000 en 4 ans. Les leaders dans le monde pour essayer de vous imposer le COBOL, le common, les commodités sociétaricités. Alors énormément de parents pensent que les nouvelles générations justement sont des générations qui sont nées avec ces technologies et donc savent s'en servir, qu'ils ont une capacité que les anciennes générations n'ont pas à faire ce qu'on appelle du multitasking, c'est-à-dire à faire plusieurs choses en même temps, être smartphone, en même temps internet, en même temps machin, etc. Ben non, c'est un mythe complet, hein, c'est un mythe complet lorsque l'on teste les performances des jeunes générations par rapport aux anciennes générations. Non. Le multitasking entraîne irrémédiablement justement une baisse drastique de l'efficacité cérébrale. Vous avez une méta-analyse comme ça sur plus de 150 000 enfants de moins de 18 ans, hein, quand même 150 000 enfants, a montré une corrélation extrêmement nette entre le temps passé devant les écrans en général et d'une façon générale les troubles de l'attention. Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir? Laisse tomber. Ainsi, échanger ou répondre à des SMS en plein cours va vous valoir une chute drastique du taux de mémorisation du contenu du dit cours, qui va passer de 80% de taux de mémorisation à 60%, c'est quand même assez conséquent. De même, textoter en conduisant vous vaudra de multiplier par 23 vos risques d'accident. Non, l'argument du multitasking semble donc totalement délusoire et dénué de fondement. But it is interesting. Il y a d'autres problématiques avec la prise de notes sur smartphone, prise de notes sur ordinateur portable ou sur tablette. Hein. On retient bien ce qu'on écrit, on comprend bien ce qu'on écrit, on mémorise bien ce qu'on écrit. C'est pourquoi, moi, les différentes études, les différents chiffres, les différentes infos que je vous donne dans Hypnomachie, j'ai plein de petits carnets comme ça sur lesquels je note plein de choses avec des post-it, les études, les sources, etc. Et ça me permet de bien les comprendre et de bien les retenir. Pire encore, il semblerait que le simple fait qu'un smartphone soit posé sur votre table, même si vous n'interagissez pas avec, il semblerait que la simple présence de ce smartphone dégrade vos performances cognitives et rende plus impulsif et moins concentré. Hein, il semblerait qu'il y ait là un effet, ce qu'on appelle en psychologie, un effet d'amorçage qui prépare, qui évoque dans votre cerveau l'univers du tout de suite, de l'instantanéité que rend possible le smartphone, et que du coup le fait que ce soit des réseaux neuronaux du tout de suite qui soient préactivés par le symbole même du smartphone, fait que vous avez moins envie de vous concentrer et moins envie de prendre sur vous pour vous hisser à la hauteur de l'enseignement qui vous est proposé. On dream total. On dream total et après on s'étonne, je vais te dire, que les cums à l'école, ils ne se retrouvent pas aux examens, qu'il y ait 80% d'échecs au BEPC et qu'on ait dû supprimer le bac jugé trop difficile. Plus intéressant encore, cet effet s'observe même si vous n'avez pas de smartphone posé sur votre table, mais que votre voisin d'à côté ou de devant en a un, ou un ordinateur, ça marche aussi. Donc ce genre de choses tend à privilégier justement l'hypothèse comme quoi il y aurait un amorçage symbolique, etc. de certains réseaux de neurones. Les scientifiques en fait observent que les smartphones entraînent une véritable réorganisation neuronale corticale. En clair, si vous êtes étudiant, bannissez simplement vos téléphones et vos ordinateurs de vos séances de travail et vous devrez à peu près gagner environ 10 à 20% de productivité supplémentaire. Oublions toutes ces machines qui ruinent tout. Moi je dis... à bas l'informatique et le progrès. Et cela vaut aussi pour les députés, puisque en pleine séance dans l'Assemblée nationale, comme ça, le député ukrainien Bogdan Yarmenko, ça a fait le tour comme ça des médias locaux, a été pris la main dans le sac avec son smartphone, puisqu'il était comme ça en train de swiper en pleine séance, et en plus, il était en train de commander pour après la séance une prostituée. C'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute.
Mais je crois que c'est une faute morale. Au Brésil, comme ça, vous avez une application qui vous permet de détecter la corruption des élus. Quand vous croisez un élu local, national, vous rentrez son nom dans l'application et vous avez, paf, directement son CV, les condamnations, les procès en cours, etc., etc. C'est absolument génial, ça, en France, qu'on ait une application comme ça. Ou même mieux, une application comme ça, on pourrait rentrer le discours des hommes politiques et puis ça nous traduirait comme ça, ça nous virerait la langue de bois et le langage hypnotique et on pourrait enfin avoir directement accès au fond de la pensée de l'élu, ça ce serait absolument extraordinaire. Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. J'ai entendu l'inquiétude sur les modalités du contrôle technique qui le compliquent et le rendent plus cher. Là aussi, je suspends cette mesure pour une durée de 6 mois pour trouver les justes adaptations. Enfin, les tarifs de l'électricité et du gaz, qui devaient augmenter en début d'année, n'augmenteront pas durant la concertation et donc pas durant l'hiver qui s'annonce. Ces décisions, d'effet immédiat, doivent ramener l'apaisement et la sérénité dans le pays. Elles doivent nous permettre d'engager un vrai dialogue sur l'ensemble des préoccupations qui se sont exprimées ces dernières semaines. Il faut réfléchir ensemble au rythme de la transition écologique, tout en conservant son ambition. Le gouvernement a fait des propositions. Peut-être sont-elles insuffisantes ou inadaptées. Les solutions doivent être différentes dans les grandes villes et dans les campagnes. Alors à votre avis, combien de temps passons-nous par an devant un écran, tout compris, télé, smartphone, tablette, portable, tout compris Alors en 4 ans, le nombre d'enfants de moins de 1 an exposés aux tablettes et aux écrans a littéralement explosé, et malheureusement on sait à quel point c'est toxique pour eux. Il est passé de 40% des enfants exposés, ce qui est déjà énorme, à 92% des enfants exposés. C'est absolument colossal. Alors là, je ne parle que des enfants de moins d'1 an, on va y revenir. Mais alors, quid des plus âgés? C'est bon, vous avez une... Mettez en pause la vidéo, ça va, vous avez une petite idée? Alors en maternelle, on passe à peu près 1000 heures par an devant un écran aujourd'hui. Vers le CM1, CM2, on est autour de 1700 heures par an devant un écran. Pour les lycéens, 2400 heures par an devant un écran. 2400 heures, pour vous donner une idée, c'est à peu près 2 années scolaires et demie. À peu près. C'est 40% du temps de veille. C'est absolument énorme. Voilà, les 13-18 ans aujourd'hui consomment en moyenne 6h40 d'écran par jour. Vous êtes des enfants, pourquoi avez-vous besoin de ces portables? Sécurité. Urgence. Sécurité. Éducatif. Oh, pourriez-vous au moins les mettre en vibreur? Alors sans surprise, les filles vont préférer les réseaux sociaux, elles y passent à peu près en moyenne 1h30 par jour, contre 50 minutes pour les hommes. À l'inverse, ceux-ci consomment davantage de jeux vidéo, 1 heure en moyenne contre 10 minutes seulement pour les filles, en moyenne là encore. Au final, on arrive pour les deux sexes à autour à peu près de 6h40 d'écran par jour environ, tout cumulé. Certains travaux suggèrent quand même que les hommes y passeraient un tout petit peu plus de temps que les femmes. Voilà. C'est intéressant quand on met ça en parallèle avec le fait que le quotient intellectuel des femmes aurait depuis une dizaine d'années à peu près dépassé celui des mâles. Quelque chose d'étrange va arriver. Et chaque fois que je ressens ça, ça tend jamais à arriver. Mais quand ça va-t-il arriver, Norman? Écoutez-moi, le mystère a pris possession de ce monde. On ne peut plus rien contrôler. Que va-t-il se passer? Trop de gens étranges. C'est là le problème. Ils vivent ensemble puis font des enfants étranges qui aussi feront de même. C'est un cycle infernal. Bonne journée, Norman. Bon, bien sûr, cela n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse qui pourrait avoir la vertu d'expliquer pas mal de changements sociétaux récents dans le rapport homme-femme, en passant. Bref, au-delà de ces petites variations, nous n'avons jamais consommé autant d'écrans et cela pose de nombreux problèmes indirects. Nous assistons dès lors à un désinvestissement progressif du corps, de la notion de corporalité. Vous avez une étude comme ça de l'université de Genève qui a été réalisée sur 1200 enfants qui avaient entre 8 et 12 ans et qui montre une baisse absolument tragique de
25% en moyenne des aptitudes physiques des jeunes générations. C'est une baisse que j'ai moi-même largement constatée dans les cours d'arts martiaux que je donne. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu veux, je réfléchis, hein? Si tu crois que c'est facile de redonner vie à un petit corps comme ça, tout mou comme le tien? En 1971, avant la pénétration massive donc des téléviseurs dans les foyers français, un enfant courait le 800 mètres en 3 minutes en moyenne. 42 ans plus tard, il en met 4. 4 minutes. C'est une dégradation donc d'environ 25% des performances. Une autre conséquence de cette hausse de la sédentarité liée aux écrans, c'est la hausse du nombre d'AVC autour de la trentaine. Vous avez de plus en plus de gens vers 30, 35, 40 ans comme ça qui font des AVC subites. Et donc a priori c'est directement corrélé à ce manque de rapport au corps et d'exercice physique. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire « mais non, mais pas du tout, moi je fais du sport, etc. » Alors, les chercheurs proposent, pour expliquer ce profil sociologique, la notion de mollasson actif. Le mollasson actif, c'est un individu qui va faire peut-être 2 heures, 3 heures de sport par jour, donc qui sera quand même considéré comme un sportif compte tenu du volume horaire par semaine, mais qui, le reste du temps, va quand même passer 7 heures devant les écrans. Alors bien sûr, j'ai bien conscience de dresser là ce qu'on pourrait appeler un portrait au vitriol, effectivement, mais je dois admettre qu'entre le moment où j'ai commencé mes recherches sur ce sujet et aujourd'hui, plusieurs années sont écoulées, je vous ai dit, ça fait 6-7 ans à peu près que j'étudie la chose avec attention. J'ai vraiment eu le temps de réfléchir, de développer une pensée pondérée là-dessus. J'ai fait très attention au fameux biais cognitif du « c'était mieux avant », etc. Parce qu'effectivement, moi quand je voyais les jeunes débarquer dans mes cours d'arts martiaux, je me disais quand même, ils sont mollassons, ces jeunes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis non, je dois être sûrement victime de ce biais cognitif. Et quand je suis tombé sur ces études, je me suis dit, non, il y a vraiment quelque chose au-delà de mon sentiment subjectif, de mon système limbique. En fait, quelque part, ces nouvelles technologies sont en train de transformer totalement notre rapport au monde, notre rapport à soi, notre rapport à l'autre, notre rapport à la relation. Et en fait, on n'est ni plus ni moins en train de se faire hacker notre cerveau. Si vous connaissez à peu près toutes les données de quelqu'un, si vous connaissez ses goûts, ses appétences, etc., vous pouvez définir un profil psychologique. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que vous allez connaître. Et techniquement, je peux, imaginons que je vais vous cibler, je peux à un moment ou à un autre, tel le serpent K, susurrer dans votre oreille quelque chose et vous ne percevrez même pas que c'est moi qui vous le dis. Pourquoi? Parce que je vais utiliser des ressorts que vous pensez être les vôtres en propre. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais on a déjà observé que les millennials qui ont été élevés comme ça avec cette reprogrammation corticale sont déjà beaucoup moins empathiques que les générations précédentes. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. À Taïwan, il est illégal de laisser un enfant de moins de 2 ans sur un smartphone ou une tablette et cela est passible d'amende. Chez nous, on entend souvent des prescriptions de type « pas d'écran avant 3 ans ». Pour Michel Desmurget, déjà cité, c'est surtout parce qu'à 3 ans, c'est l'âge où les enfants commencent à devenir prescripteurs. Ils commencent à dire « papa, tu m'achètes tel truc, maman, tu m'achètes tel truc ». Et donc du coup, les publicitaires ont intérêt à ce que les enfants, à partir de 3 ans, soient soumis à des conditionnements publicitaires. Avant, effectivement, c'est un petit peu moins rentable pour eux. Mais en fait, d'un point de vue strictement scientifique, il ne se passe absolument rien de magique à l'âge de 3 ans dans le cerveau des enfants. Je suis grand maintenant. C'est même une technique d'influence relativement classique qu'on appelle la technique de l'os à ronger en fait, où on va offrir à autrui comme ça une stratégie
pour lui éviter de vivre son sentiment d'impuissance. Hein. Quand on dit aux parents, ben voilà, pas d'enfant avant 3 ans, ils se disent « Ah, ok, très bien, comme ça j'ai quelque chose à faire pour prendre soin de mon enfant, et comme ça ils n'ont pas à vivre leur impuissance, à prendre soin du cerveau de leur progéniture. Hein. » Voilà, dès lors, peu importe si la stratégie proposée est dérisoire, voire inefficace, la peur est apaisée, et ça suffit la plupart du temps au cerveau limbique qui ne demande que ça. Et peu importe si la stratégie proposée relève de l'arnaque ou de l'escroquerie. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Vous avez Walsh et ses collaborateurs dans un papier relativement récent qui nous apprennent que laisser un enfant plus de 2 heures par jour devant un écran, quel qu'il soit, revient peu ou prou à lui amputer son quotient intellectuel de 4,25 points en moyenne. Hein. Donc dès lors, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de dire avant 3 ans, avant 5 ans ou avant 7 ans, hein, c'est pas vraiment la question. Les enfants aujourd'hui sont tellement exposés aux nouvelles technologies numériques, il y a un phénomène rigolo qui se rencontre de plus en plus, c'est que de moins en moins d'enfants arrivent à déchiffrer l'heure sur des horloges traditionnelles. I don't know. You know what time it is? No. Is it 9:23? 1? No. 7? 1 or 7? 7. 3:11? 9? 5 past 2. Alors certains chercheurs se sont posé la question de est-ce que l'impact sur le cerveau est le même selon l'usage que l'on va faire des écrans? Est-ce que regarder des documentaires à la télévision, c'est la même chose que jouer aux jeux vidéo? Est-ce que c'est la même chose que d'aller trader du bitcoin en ligne, etc. Est-ce que tout ça, ça a le même impact sur nos cerveaux ou pas? Alors ça complexifie énormément la méthodologie à déployer, hein, évidemment. En effet, plus on va affiner les critères, plus on va s'approcher du cas par cas, et plus la méthode scientifique va prendre l'eau, puisque par définition, réfléchir, penser, c'est faire des grandes catégories, hein, que ce soit de façon scientifique ou pas, et que si on fait que du cas par cas, on ne peut plus sortir comme ça une tendance générale. Ça n'empêche pas de courageux chercheurs de s'y atteler, hein, et il semblerait que les résultats concernant la télévision du moins, soient relativement homogènes. Et tout le monde sait que la télé pourrit le cerveau. Il semblerait que ça vienne du fait, c'est assez intuitif, que l'on soit relativement passif devant la télévision. Hein. Et d'ailleurs, on a bien étudié comment des gens de tout âge et de toute catégorie sociale avaient tendance, sous leur seuil de conscience, à stopper inconsciemment leurs activités ou à les ralentir lorsqu'il y avait simplement un écran allumé dans la pièce. Oh oh, c'est quoi la boîte magique avec les images qui bougent? Dans 35 à 45% des foyers français, la télévision est allumée en permanence, hein, ça fait une espèce de présence. Cette présence est souvent une façon indirecte et inconsciente de fuir leur propre vide de soi. Il a été étudié que la présence simplement d'un écran dans la pièce avait tendance à appauvrir les échanges humains. Cela possédait une espèce d'effet un peu lénitif comme ça, qui endormait les individus, et qui amène en fait les spectateurs volontaires ou involontaires de l'activité télévisuelle à une forme récurrente de passivité. Comment rendre un actif passif? Moi aussi je la trouve très bizarre cette blague, très très bizarre, très très étrange, j'ai failli pas la faire. Bon bref, donc qu'en est-il de l'impact justement des réseaux sociaux et des jeux vidéo sur le cerveau? Est-ce que c'est la même chose que la télévision? Voilà, alors les scientifiques ont voulu savoir si notamment au niveau des jeux vidéo par exemple, est-ce que c'est la même chose de jouer à tel ou tel type de jeu et est-ce que ça affecte le cerveau de la même façon, hein. Il faut dire que pendant longtemps, les débats autour du jeu vidéo se limitaient à un tristoun c'est bien, c'est pas bien, et à une hauteur d'analyse assez limitée. Heureusement, on est allé beaucoup plus loin depuis. Certains, notamment, mettaient en avant la thèse dite cathartique, hein, le fait que jouer à des jeux vidéo violents dans lesquels on doit tuer d'autres êtres humains ou écraser dans des bagnoles d'autres êtres humains, ça permettait aux gens de vivre leur agressivité et ça allait les rendre ensuite un peu plus détendus, un peu plus cool, puisqu'ils avaient pu vivre cette partie-là de même. Malheureusement, la thèse cathartique aujourd'hui a été copieusement invalidée. Il a été montré que les gens qui jouaient à ce type de jeu, justement, devenaient plus agressifs, que ce soit de l'agressivité verbale, ils passaient plus à l'acte, ils étaient plus irritables, etc. Donc en gros, la thèse cathartique ne marche pas vraiment.
Voilà. Les scientifiques ont également étudié d'autres types de jeux, notamment ce qu'on appelle les FPS, les First Person Shooter. Hein, vous savez, ces jeux en vue subjective, vous avez votre pistolet ou votre flingue comme ça, puis vous rentrez dans des bâtiments et vous tuez les gens. Voilà, donc les FPS entraînent, d'après les travaux de Véronique Bobot, une atrophie de l'hippocampe chez 85% des joueurs. Hein, et une atrophie de l'hippocampe, eh ben, ça prédispose à des troubles comme la dépression, la schizophrénie, et d'une façon générale, ça entraîne une baisse de l'empathie. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. A contrario, vous avez des jeux comme les jeux de gestion de type StarCraft et compagnie qui augmenteraient la flexibilité et la souplesse cognitive. D'autres types de jeux, par exemple, pourraient même ralentir le déclin cognitif, voire même aider à sortir de la dépression. Ceci dit, on s'est rendu compte qu'une large partie des compétences censées être développées par les jeux vidéo, je pense par exemple au temps de réaction, justement à la capacité de pouvoir gérer un grand nombre d'informations et de pouvoir prendre une décision en intégrant beaucoup d'informations complexes en un temps restreint, etc. Une large partie des compétences supposément développées par les jeux vidéo ne s'avèrent malheureusement pas transférables hors du contexte du jeu lui-même. Et à part peut-être, éventuellement, effectivement, la maîtrise de l'anglais. En juin 2018, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, faisait rentrer officiellement l'addiction aux jeux vidéo dans la liste des psychopathologies qu'elle reconnaissait, ce qui interrogeait énormément de professionnels de la santé comme de professionnels du jeux vidéo. De plus en plus d'enfants en arrivent comme ça à préférer l'univers virtuel, perçu comme plus rassurant, au réel. En effet, dans l'univers virtuel, ils sont littéralement des dieux et disposent de quasiment tous les pouvoirs, d'autant que les jeux d'aujourd'hui sont beaucoup moins difficiles que les jeux qui sortaient en 1990, qui étaient extrêmement punitifs, où il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Aujourd'hui, les continus sont illimités. Aujourd'hui, il suffit de payer pour débloquer certaines zones, etc. C'est-à-dire qu'ils sont dans un univers où ils sont littéralement tout puissants. Et lorsqu'ils se retrouvent confrontés justement au monde extérieur dans lequel ils ne sont pas tout puissants, leur cerveau a tellement été habitué à des shoots de dopamine, à une stimulation massive du système de récompense, qu'ils se sentent de moins en moins équipés, outillés pour faire face au monde extérieur, qui est perçu à juste titre d'ailleurs comme beaucoup moins gratifiant. Du coup, ils se réfugient comme ça dans des univers virtuels. Ils sont là sans être là. Il y a d'ailleurs un terme qui a été inventé pour désigner justement cette présence mêlée d'absence complètement bloquée devant son ordinateur ou son jeu vidéo, le zombiquisme. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, beaucoup d'études sont sorties sur l'impact de Facebook ou d'Instagram sur le psychisme des individus. On pensait au départ qu'ils détruisaient comme ça l'estime de soi des gens qui s'y adonnaient. Comme à l'accoutumée, la plupart du temps, les pionniers comme ça extraient une grande tendance générale et puis ensuite on affine un petit peu. On s'est rendu compte que ça dépendait essentiellement du type d'usage qui en était fait. Ainsi, on a sorti un certain nombre de profils. Vous avez vraiment le mateur, vous avez la personne qui sort tout ce qui est... Dès qu'il prend un repas, comme ça, il fait une photo, il le met et il n'arrête pas de nourrir. Vous avez des gens qui s'en servent pour faire du business, d'autres qui s'en servent pour garder des contacts avec des amis lointains, etc. Et donc, en fait, l'impact dépend énormément du type de profil qui est le vôtre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc il convient d'affiner les recherches en la matière, il y a encore énormément de travail à faire sur le sujet. Ceci dit, certaines tendances semblent déjà commencer à s'imposer en ce qui concerne les réseaux sociaux.
Vous avez la notion de chambre d'écho, qui renvoie à celle d'Emodities en sociologie. Hein. Nous nous enfermons dans des espèces de bulles d'opinions similaires aux nôtres via les algorithmes des différents réseaux sociaux, et avec le danger de finir par ne s'entourer que de gens qui partagent nos opinions et de ne plus se frotter à des gens réellement différents. Passer beaucoup de temps sur Facebook tend comme ça à fausser les prises de décision et à affaiblir la capacité à modéliser le réel. Hein. On s'est rendu compte que les gens qui passaient beaucoup de temps sur ce réseau social avaient des performances totalement dégradées à ce qu'on appelle l'Iowa Gambling Task. C'est un petit jeu de cartes sans prétention dans lequel certains tas de cartes sont plus rémunérateurs que d'autres. La question est de savoir au bout de combien de tirages les individus ont réussi à modéliser justement la différence de rentabilité des différents tas de cartes. On s'est rendu compte que donc, les performances cognitives étaient dégradées au prorata du temps passé sur Facebook. Internet a également contribué à une énorme démocratisation du porno. Ainsi, 62% des jeunes interrogés déclaraient avoir déjà regardé du porno sur Internet avant l'âge de 15 ans. Il y a des établissements scolaires qui me demandent de venir une année plus tôt parce qu'il y a des fellations collectives dans les toilettes. Ça ne se produisait pas avant ça. Qui leur a appris ça? Qui leur a appris ça? Et moi, je dis d'une société qui laisse ses enfants en stabulation libre devant ces images-là, sans les accompagner d'une parole des adultes, que c'est une véritable barbarie. Un jeune de 11 ans n'a pas l'appareil critique pour se défendre contre ces images-là. C'est une violence qu'on lui fait. On le martyrise. Et en plus, il est fasciné. Il ne peut pas décrocher les yeux de l'écran. On a constaté une hausse du nombre de jeunes filles qui souhaitaient se faire vomir pour essayer comme ça de coller à des standards véhiculés par les écrans et par Internet et par les grands médias. Instagram a ainsi supprimé son filtre qu'il appelait le filtre chirurgie esthétique, car il y avait une hausse du nombre de personnes qui allaient voir des chirurgiens et demandaient à se faire opérer dans la vraie vie pour correspondre réellement à ce soi littéralement idéalisé. Selon Sébastien Garçon, il est vice-président de la Société française des chirurgiens esthéticiens et plasticiens, on assiste à ce qu'on appelle une dysmorphie Snapchat. Hein. Quand on prend des selfies, il faut bien comprendre que les appareils photo ou les caméras, à la base, elles n'ont pas été conçues pour faire des selfies, elles ont été conçues pour prendre des photos de gens à l'extérieur ou de paysages ou de choses extérieures. Donc quand on s'applique à une distance relativement proche un objectif, on a un effet comme ça de dysmorphie et il se trouve que le nez a tendance à apparaître 30% plus gros qu'il n'est réellement. On appelle ça auto-mesuration, ça veut dire que toi-même tu mesures ton propre nez, c'est ça. Et donc on a une hausse des demandes de chirurgie esthétique qui visent comme ça à se faire rétrécir le nez à cause de cet effet, de cette distorsion perceptuelle, voilà. Selon une étude comme ça du British Medical Journal, plus de la moitié des toubibs reçoivent des demandes de chirurgie esthétique génitale pour correspondre ni plus ni moins aux standards du porno. Les filles viennent nous demander si leur vulve est normale. Elles ont déjà une norme dans la tête. Ils me disent j'ai des petites lèvres qui sont trop grandes. Il y a la mère qui accompagne sa fille en consultation qui fait non de loin. Il faut me couper les petites lèvres, elles sont trop grandes. Et ne me dites pas que ma vulve est normale. J'en ai vu beaucoup et je sais qu'il faut me couper mes petites lèvres qui ne sont pas normales. 35% de ces demandes de chirurgie esthétique proviennent de jeunes femmes de moins de 18 ans. Depuis une dizaine d'années, il y a des endroits où il n'y a que des questions sur les partouzes et l'amour à plusieurs. Pour la petite anecdote, et même si ça n'a pas directement rapport avec le sujet, comme je sais qu'il y a plein des gens qui suivent mon travail qui sont fans de psychologie évolutionniste, il y a des études qui montrent que lorsqu'un individu, un homme, regarde un gangbang, on assiste à une hausse de la spermatogenèse. En fait, le fait de voir une femme se faire pénétrer par énormément d'hommes fait que l'inconscient se dit « Ah, il va y avoir de la concurrence, donc il va falloir que j'envoie énormément de liquide séminal pour augmenter mes chances de féconder la femelle en question. » Voilà, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Enfin, avec les nouvelles technologies, on assiste à un phénomène encore émergent qui, à mon avis, n'en est qu'à ses débuts, l'ubérisation. Sacré Uber. On ubérise absolument tout aujourd'hui. Ses amis. Lisa se paye régulièrement les services d'une agence de location d'amis. Cela lui coûte un peu plus de 100 € par jour. Pour elle, ce n'est pas si cher que ça. Elle n'y voit que des avantages. Avec les amis virtuels ou de location, elle peut choisir de garder ses distances ou pas.
Avec de vrais amis, je dois toujours faire des compromis. Je ne dis jamais vraiment ce que je pense. Je n'ose pas leur dire quand quelque chose me déplaît. Alors qu'avec les amis virtuels ou de location, je peux faire tout ce que je veux. Le corps de ses amis? The guy who is my human Uber happened to be my twin brother. I asked him to do it. The maker of Chameleon Mask, Jun Rikamoto, suggests that you find somebody that have the same body type as you, and my brother does. Fine. It was getting him around that was difficult because he couldn't see because he literally had an iPad over his face. I mean, I certainly would consider working from home again. I don't know that I would send a human in my place. It didn't really seem to have much benefit. And it was bad for the person behind the mask. On ubérise même, et je finirai sur cette délicieuse anecdote, aujourd'hui on ubérise même, tenez-vous bien, les tueurs à gages. Je vous propose un stage de formation de 6 semaines comprenant différentes disciplines. Le tir à balles réelles, l'arme blanche, le maniement d'explosifs, les 17 méthodes de strangulation et les empoisonnements neutres. Vous ne pourrez, hélas, durant ce stage, bénéficier d'une couverture sociale. Mais vous serez logé, nourri, blanchi et bénéficierez par contre d'une carte orange 3 zones. En Chine, il y a une histoire comme ça, un fait divers absolument délicieux qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Un chef d'entreprise qui avait un concurrent qui le gênait beaucoup dans le business a commandé les services d'un tueur à gages pour liquider son concurrent. Il lui a offert 280 000 $ pour qu'il zigouille le chef d'entreprise concurrent. Qu'a fait notre tueur à gages? Plutôt que de se salir les mains, il a stipendié un autre tueur à gages et il lui a proposé 141 000 $, soit à peu près la moitié du prix pour qu'il fasse le sale boulot. Qu'a fait notre nouveau tueur à gages à qui on avait proposé 141 000 $? Eh ben, il a stipendié un autre tueur à gages pour aller faire le sale boulot. Qu'a fait cet autre tueur à gages? Il a stipendié un autre tueur à gages pour qu'il fasse le sale boulot, etc. Et ils se sont tous refilés comme ça la patate chaude jusqu'au dernier à qui on a offert plus que 15 000 $ pour qu'il aille donc zigouiller le chef d'entreprise concurrent. Sauf qu'il n'avait pas envie de se salir les mains. Et il est allé le voir directement, il lui a dit voilà, on m'a proposé 15 000 $ pour te tuer, je n'ai pas envie de te tuer, mais j'aimerais pouvoir empocher la somme, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le mort, et tu as intérêt à te faire oublier pendant un sacré moment, et en échange, tu as la vie sauve, et moi j'aurai les 15 000 $, gagnant-gagnant. Qu'a fait le chef d'entreprise quand il a appris ça? Il est allé directement voir la police. Qu'a fait la police? La police a enquêté, la police est retombée donc sur la personne à qui on avait proposé 15 000, et ils ont remonté comme ça toute la piste, jusqu'au commanditaire du premier tueur à gages. Donc ainsi, l'intégralité du réseau a pu être démantelée, et chose un peu rigolote, la justice les a condamnés au prorata. C'est-à-dire que le commanditaire a écopé de 3 ans et demi de prison, le suivant un petit peu moins, jusqu'au dernier qui a été condamné à 2 ans et 7 mois de prison. Voilà, donc j'ai bien conscience d'avoir dressé là un portrait assez lourd, assez pénible de l'impact des nouvelles technologies sur le cerveau. Pour autant, les données sont ce qu'elles sont, il me semble important d'en tenir compte et d'en prendre conscience. Je veux dire, c'est pas pour rien que les différents cadres de Microsoft, de Facebook et autres, la plupart mettent leurs enfants dans des écoles privées dans lesquelles il n'y a ni PC, ni ordinateur, ni tablette, enfin c'est pas pour rien. Pour conclure cette vidéo qui est déjà, ma foi, très très longue, je citerai Henri Michaud. Il est temps de me taire, j'en ai trop dit. À écrire, on s'expose décidément à l'excès. Un mot de plus et je culbutais dans la vérité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Avant de vous laisser quelques informations d'ordre général sur le fonctionnement de la chaîne, vous avez été extrêmement nombreux dans les différents lives à me demander des nouvelles de Gauthier et de sa chaîne Après-demain, que visiblement vous aimez bien et que vous avez probablement raison de bien aimer. Voilà, si vous connaissez pas Gauthier, je l'ai interviewé, vous pouvez regarder son interview quelque part sur Hypnomachie dans la playlist interview, parce qu'effectivement il a fait le choix de fermer sa chaîne. Si jamais vous avez envie qu'on en parle tous ensemble, eh ben, je vais m'occuper de trouver Gauthier pour que nous fassions un live ensemble. Maintenant je vais m'occuper de Gauthier, et ça j'en fais une affaire personnelle, je vais bien m'occuper de lui. Le live aura probablement lieu fin novembre, début décembre. Voilà, je vous donnerai les informations sur la page Facebook que vous pouvez donc rejoindre pour discuter ensemble autour des différents billets que je vous propose régulièrement.
Voilà, je voudrais vraiment remercier les tipeurs beaucoup, parce que j'ai eu une baisse assez importante du nombre de soutiens financiers ces derniers temps. Or, je vous ai jamais fait autant de vidéos. Pour vous donner une idée, une vidéo à peu près comme ça, c'est à peu près une semaine de 30 heures, 35 heures de travail. Donc ça a quand même un coût, ça a quand même un impact. Alors même si j'ai une joie profonde à vous faire toutes ces vidéos, vraiment, ça me fait très très plaisir. Néanmoins, il faut quand même que je gère mon temps et là où j'alloue mes ressources. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous semble valoir le coup, à mettre un petit pouce comme ceci, voilà, et j'embrasse particulièrement celui qui met un pouce vers le bas dès les 30 secondes, je publie une vidéo, paf, tout de suite, il a regardé 30 secondes, il a déjà mis un pouce vers le bas, je pense que c'est toujours le même, donc je te fais un gros bisou aussi, voilà, allez, salut Internet et à la prochaine. We understand how important it is to stay connected when you're on the go. Simply request a guiding hand, and within seconds, we'll be at your side, ready to guide you to your destination. Let us navigate your world, so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you, so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly connected. You'll never have to look up again. Ever. That's a promise. Guiding hands. We got this.